Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street. Nous sommes le 12 décembre 2013 et nous attendons maintenant dans un peu plus de 10 minutes une statistique américaine d'importance, en tout cas bien suivie, l'évolution des ventes au détail aux États-Unis. Alors c'est clairement la journée la plus chargée sur le plan de la conjoncture économique, vous le savez. On a eu ce matin deux choses. À 10 heures, le rapport mensuel de la Banque Centrale Européenne a été remis au public, 226 pages. Bon, j'ai essayé d'en parcourir les grandes lignes et je vais globalement vous dire ce qu'il faut en retenir, et on va essayer de comprendre justement pourquoi les taux sur le marché interbancaire européen se tendent depuis quelques semaines, et on verra que l'explication de la Banque Centrale Européenne, alors elle ne revient pas beaucoup sur ce phénomène, elle l'évoque, et elle donne une explication a priori qui serait purement technique. Bref, on va revenir justement sur ces éléments. Je trouve quand même que la hausse des taux d'intérêt sur le marché interbancaire européen prend une dimension verticale, avec par exemple un coût de l'argent au jour le jour qui n'est pas loin d'avoir doublé en l'espace de 3-4 semaines pour Eonia par exemple. On en reparlera, on reviendra sur ce qu'en pense la Banque Centrale Européenne. À 11 heures ce matin, nous avons eu les chiffres de la croissance de la production industrielle au sein de la zone euro. D'un mois à l'autre, le marché attendait un taux de croissance positif, le marché a été servi avec un taux de croissance négatif. Façon de parler, un taux de croissance négatif, un taux de décroissance, bref, quelque chose qui n'est pas favorable donc à la zone euro. Et on voit d'ailleurs qu'à ce moment-là, la paire euro-dollar semble plafonner donc sous ces sommets annuels. On va revenir sur le graphique moyen long terme de la paire euro-dollar. Je sais que Nicolas a ouvert une position vendeuse à 1,38, qui était le précédent top en clôture. Pour ma part, je reste méfiant. Intervenir maintenant là, à 1,3770 sur l'euro-dollar, à quoi ça sert? Ou mettre le stop à part à 70 points au-dessus, c'est pas très sérieux. Donc pour ma part, c'est bien si vous avez attrapé les 1,38 en cours de clôture. Et puis, je n'exclus pas une hausse, en fait, un vrai excès aux alentours des 1,3850. Nous allons en parler. Mais avant tout, préparons le chiffre qui va être publié à 14h30. Revenons sur tous ces éléments conjoncturels qui ont été publiés aujourd'hui. Et puis ensuite, on fera, comme d'habitude, un panorama de marché. Point de marché Wall Street. Wall Street ouvre à 15h30. Par contre, avant cela, nous attendons donc l'évolution des ventes au détail aux États-Unis. Soyons donc précis. Ce que vous avez sous les yeux dans quelques secondes, après avoir pris connaissance de cet avertissement légal, ce disclaimer, eh bien, c'est un graphique représentant le taux de variation mensuel, donc d'un mois à l'autre, des ventes au détail aux États-Unis. Donc c'est bien comme ça qu'il faut le lire. Par exemple, ici, eh bien, ce 0,4%, qu'est-ce que c'est? Cela signifie qu'entre les mois de septembre et d'octobre 2013, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,4%. Nous sommes le 12 décembre, et là nous allons prendre connaissance à 14h30 du taux de croissance des ventes au détail aux États-Unis entre les mois d'octobre et de novembre 2013. Concrètement, voilà leur évolution sur novembre. Donc, le marché est optimiste. Pas trop, mais on reste à peu près dans ce qu'on observe depuis l'été dernier en rythme mensuel. Voici le chiffre attendu par le marché. 0,6. 0,6% pour l'évolution des ventes au détail donc aux États-Unis. Une anticipation positive, optimiste, qui eh bien, fait contraste avec ce matin les chiffres de la production industrielle au sein de la zone euro. Alors clairement, je pense que si le marché voit juste, et si nous avons en effet un taux de variation des ventes au détail aux États-Unis qui est comme au moins supérieur à 0,4, mais finalement l'impact serait neutre si le chiffre était compris entre 0,4 et 0,6, et puis 0,6 et au-delà, on aurait quelque chose de tout à fait favorable au dollar américain. Allez, passons sur le site. Et notamment donc ce dollar US, je reviendrai aussi sur la Banque Centrale Européenne, bien sûr sur ce rapport mensuel, mais finalement je reviens ici sur le dollar américain, le FXM dollar index, clairement, et j'ai le souvenir de cette conversation début de semaine avec Adrien, où finalement nous estimions ici que cette séance du 10 décembre était potentiellement un piège baissier sur le dollar US. Le dollar US finalement ne fait plus rien depuis la mi-novembre. Il reste toujours dans un marché de rebond technique. Un rebond technique ici que vous constatez qui a commencé le 23 octobre sur ce dollar US, une première jambe de hausse. La résistance évoquée à plusieurs reprises dans cette tribune ici même
les 10 650 points, a provoqué un certain nombre de mèches hautes de marché, et finalement un dollar US qui est globalement plat, et en réalité sans tendance de manière générale face à un panier de devises. Alors, est-ce que le chiffre publié à 14h30 va relancer cette hausse du dollar US ? C'est probable. Je vous rappelle que derrière cette hausse du dollar américain depuis la mi-octobre se cache le rapprochement de la proximité temporelle du tapering, peu importe, la réduction de la phase 3 du quantitative easing de la Fed. Donc ceci est à suivre. La grande question finalement que tout le monde se pose, c'est est-ce que le tapering est dans les cours ? Est-ce qu'il est déjà derrière la hausse du dollar américain ? Est-ce que ce tapering se trouve aussi déjà intégré dans l'évolution du rendement obligataire américain, du coût de la dette, puisque ici vous avez sous les yeux le coût de la dette des États-Unis, la dette publique, celle de l'État fédéral. Depuis mai dernier, depuis que nous parlons de ce tapering, qu'on attendait en septembre, on l'a pas eu, on l'attendait en octobre, on l'a pas eu, on l'attend encore en décembre, est-ce qu'on va l'avoir ? C'est ça finalement la grande question que tout le monde se pose. Est-ce que cette hausse de 130 points de base, puisque le coût de la dette est passé de 1,60 à aujourd'hui 2,85, est-ce qu'il représente déjà la réduction du QI3 ? Bon, lorsqu'on observe le spread par exemple, avec le coût de la dette allemande, un spread autour de 105 points de base, d'une certaine façon oui, mais je ne suis pas si certain, puisque le marché est extrêmement hésitant, le consensus est tout à fait partagé entre, vous le savez, les échéances du 18 décembre, 29 janvier et 2 mars. Donc, je pense que si un tel phénomène devait avoir lieu mercredi 18 décembre, eh bien nous aurions la poursuite de la tendance haussière de l'actif que vous avez sous les yeux. L'actif, en fait non, il s'agit d'un taux d'intérêt, d'un coût. Voilà, c'est l'intérêt que verse à ses créanciers le Trésor public fédéral des États-Unis. Donc ça c'est pour le coût de la dette, et en fait tout ça pour dire que mon raisonnement est en fait le même sur le dollar américain, c'est-à-dire que si tapering effectif il doit y avoir, hausse additionnelle du dollar américain, il y aura. Et ça c'est donc pour mon anticipation et ma vision des choses. La paire euro-dollar, on va revenir dessus. Alors avant de revenir dessus sur le graphique journalier, permettez-moi de faire un passage bref sur le graphique hebdomadaire pour bien comprendre pourquoi un excès haussier est possible. Certes, un 38,30 dollars offre du rendement risque pour intervenir vendeur sur cette paire-là. Bon, là, nous n'y sommes pas. Il faudra m'interrompre, mon cher Romain, à 14h30 pour le chiffre, puisque j'ai tendance à oublier qu'on des chiffres sont attendus. Alors, puisque nous sommes sur l'horizon de temps hebdomadaire, on va bien sûr checker l'euro-dollar. J'en profite pour vous montrer quelque chose que soulignait tout à l'heure Adrian, la situation de l'USD-CHF qui teste le premier Fibonacci réellement suivi donc par les partisans du travail du marché en proportion de l'axe des ordonnées. 38,2 de retracement de toute la hausse parcourue par la paire USD-CHF depuis le 6 août 2011, déception sur l'euro-CHF. Finalement l'euro-CHF n'a pas décroché, il y a eu un rebond, on est monté à 22,40. Je ne sais pas si par rapport à la recommandation d'achat d'hier vers 22,15 vous avez pu prendre quelques gains. Pour ma part, soyons honnêtes, non, le stop était à 0, sorti à 0, c'est retombé comme c'est monté, mais il n'empêche que je pense toujours que USD-CHF et Euro-CHF sont sur des cours intéressants. Finalement, ce que fait l'USD-CHF là, sous les 88,50, honnêtement, ça fait pas nouveau creux, de marché, fortement décalage. On vient de faire 1, 2, 3, 4, 5 semaines consécutives de baisse. Honnêtement, il y a plus ou moins des dives entre ces deux creux, ce dernier me semble suspect. On teste un Fibo important de hebdomadaire, 0,8862. Je sais qu'Adrian vous a proposé là une stratégie d'achat sur l'USD CHF. Suivez donc sur Real Time News ces tweets où dans le forum il s'exprime assez largement sur ce sujet. Mais revenons à nos moutons, revenons à cette paire euro-dollar qu'on va suivre en direct dès que le chiffre va tomber. L'euro-dollar, en fait, pourquoi évoquer un excès? Pourquoi ne pas se jeter à la vente sur cette paire-là? Tout simplement parce que, pour l'instant, fermement haussière. Et je partage tout à fait l'opinion de mes collègues. 1, 2, 3, 4, 5 semaines consécutives de rebond technique. Nous revenons au point de décrochage d'octobre dernier. Octobre dernier, les chiffres de la poursuite et l'accélération du phénomène de désinflation au sein de la zone euro. La deuxième semaine du choc baissier, début novembre, la baisse du taux de refinancement par la Banque Centrale Européenne.
Depuis la mi-novembre, nous savons que les tensions sur le marché interbancaire se sont renforcées. Nous allons tout de suite après les ventes au détail revenir sur l'explication de la Banque Centrale Européenne à travers son rapport mensuel qui a été remis ce matin, rendu public ce matin. Mais voilà, finalement, nous avons retracé pas loin de 100% du choc baissier fin octobre, début novembre. C'est clairement un bon timing. Pourquoi un excès est-il possible? À nouveau, je vous rappelle, et cette fois-ci, nous revenons à des bases de l'analyse technique. Si vous prenez tous les tops de marché en données hebdomadaires depuis 2008, la ligne, l'oblique de résistance qui lie les cours de clôture passe au niveau actuel des cours, voilà, justifié à ce moment-là d'intervenir. Mais le cours de clôture hebdomadaire, c'est 1,38,0. Alors c'est combien? C'est 1,38,01. Donc en fait, c'est le cours de clôture. La mèche haute est à 1,38,30. Et enfin, l'oblique de résistance qui lie cette fois-ci les tops de marché en volatilité haute passe à 1,39. Bref, pour cartographier la paire euro-dollar, dites-vous bien que voici la zone d'excès haussier. 1,3830, 1,39. Et finalement, c'est pour ça que c'est difficile. 1,38 entre 1,39, une zone d'excès de 70 pips, c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vend 1,3830, on met un stop à 1,3950. Est-ce que c'est tenable ça du point de vue du capital, du point de vue de la marge? Finalement, tout dépend de la position que vous ouvrez. Et finalement, par rapport à l'ensemble de ces données, et pour rester crédible en termes de marge et d'intervention sur un compte de trading, bien sûr que 1,3830, 1,3850 est une zone qui se vend. Mon conseil serait donc le suivant. Une petite position, avec en effet un stop large, il n'y aura pas le choix. Attraper un excès, une intervention vers 1,3830, 40, laisser traîner un ordre dans le marché, stop 1,3905, 06. Petite position. Et pourquoi petite position? Parce que le vrai signal de décrochage sera donné par la réintégration de la résistance qui a été franchie la semaine dernière et qui a permis ce décalage de la paire euro-dollar, à savoir la cassure des 1,3620. Donc une vente sur tout phénomène d'excès au-dessus des 1,3830, oui. Stop au-dessus de 1,39, 1,3905. Petite position pour avoir la marge suffisante pour la tenir sur le compte de trading. Et enfin, lorsque vous basculez sur à nouveau un graphique en données journalières, on va revenir sur la paire euro-dollar. Voilà. Et en même temps, je la passe en plein écran puisque nous allons prendre connaissance du chiffre. Voici cette séance du 5 décembre, on casse 1,3620, on réintègre ce niveau, ce sera la cave. Alors, on prend connaissance du chiffre tout de suite. On prend connaissance tout de suite du chiffre. Bon chiffre supérieur aux attentes. 0,7%, voici donc un bon chiffre, tout à fait. Voilà, 0,7, merci Panther 666. Donc, c'est forcément favorable au dollar US. Et d'ailleurs, si on passe sur l'euro-dollar en H4... Bon, il n'y a pas une réaction significative. Hein. En tout cas, voilà. Alors, si on l'étudie en détail, il y a le corps. Alors, par contre, attention, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage sont supérieures aux attentes. Je pense que le marché n'a qu'à faire. C'est quelque chose qui est favorable là pour l'instant au dollar américain. Beau chiffre des ventes au détail, mais en effet, attention bémol sur les inscriptions hebdomadaires au chômage. Il va falloir creuser ça. Donc pour ceux qui ont réussi à vendre les 1,38$, le top de marché en clôture, le top annuel de marché en clôture, eh bien heureux vendeur. Je sais pas si Adrien, tu avais vendu l'euro-dollar toi aussi? Non. Voilà, donc alors il a fait quelque chose de similaire, Adrien. Il a acheté l'USD CHF, qui est la paire parfaitement inversée en termes de corrélation à l'euro-dollar. Donc voilà, un long USD CHF pour Monsieur Raymond et une vente euro-dollar pour Monsieur Chéron. Deux stratégies finalement équivalentes. Félicitations à eux deux d'avoir attrapé un bon point d'intervention. Je ne sais pas si vous les avez suivis. Bon, alors maintenant la suite des événements, c'est quoi sur cette paire euro-dollar? Intervenir maintenant à 37,60, impossible. Ou mettre le stop. À moins que vous puissiez, mais ce n'est pas un bon point. C'est comme ça, c'était 1,38. Alors si on casse les plus bas d'hier, on peut tout à fait rentrer cette fois-ci dans une phase de retour sur ce support ici d'un 1,3620. Après, j'ai pas non plus l'impression que là la réaction de l'euro-dollar soit particulièrement violente. Quant au dollar US, comme évoqué tout à l'heure, je pense que le dollar américain va revenir tester les 10 650 points. 10 650 points.
La résistance que vous voyez ici, hein, c'est ce niveau-là. Alors ça, je ne sais pas pourquoi ça a été déplacé. Là, voilà, les 10 650 points. Le point bas ici est le point d'accélération baissière du 16 septembre. Et tous les points hauts en clôture sur cette période-là. Le dollar US, si aujourd'hui il franchit, eh bien le scénario qu'on vous avait proposé de tête-épaule inversée sur le dollar américain sera actif. Et donc l'euro-dollar aura fait ses points hauts. C'est magnifique. C'est pas mal. Alors là, l'euro-dollar, ça a l'air de se valider. Et puis voilà, alors le premier vraiment support d'importance, c'est un retour sur les 1,3620. Mais bon, soyons quand même prudents pour ma part. Là, si vous avez chopé un 38, c'est bien, sinon c'est compliqué. Et je n'exclus pas d'autres excès. USD CHF, tu me disais quoi Voilà, l'USD CHF. Alors, on va en parler des indices, puisqu'en effet, vous avez remarqué, c'est ce qu'on vous explique depuis ce matin, indice américain sur support, indice européen aussi sur support, plus des divergences positives potentielles, pas très jolies, mais bref, il y a quelque chose. Je vous remontre à nouveau ce retracement des 38,2 sur l'USD CHF. 38,2, premier Fibo important, 88,62, de toute la hausse depuis 2006 sur cette paire-là. À surveiller avec clairement une paire USD CHF qui est survendue. Voilà, au même moment où euro-dollar revient sous résistance. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et finalement, acheter l'USD CHF maintenant, bah, ce serait mettre un stop sous les plus bas d'hier. Hein, c'est à peu près ça en termes de rendement risque. Alors, les indices. La grande question, c'est ça. Est-ce que les indices européens vont nous remettre un gros mouvement vertical baissier ou pas? Ou vont-ils d'abord effectuer un rebond vers les premières résistances? C'est la grande question. Les indices américains sont sur support, dans des trading range. Vendre les 1810 points, c'était parfait. Se racheter sur 1775, c'était aussi une bonne stratégie ici sur le S&P 500, qui finalement reste dans un trading range, donc entre 17,75 et 18,15. Ça, c'est pour le S&P 500. Identique sur l'indice Dow Jones, avec un support à 15 780 points, et donc une résistance, on l'a vu ici, alors, les 16 167, mais on a aussi un niveau qui a été formé à 16 050. Alors, j'entends tout de suite, j'ai pu lire ça, y a-t-il sur l'indice Dow Jones une formation tête-épaule? Épaule, tête, épaule. Non. Non, il n'y en a absolument pas. Je parle là sur le plan chartiste. Par contre, qu'il y en ait une ou pas, naturellement, la rupture ici sur l'indice Dow Jones des 15 790 points donnera un signal de vente, de poursuite de cette phase baissière. Mais pour l'instant, les indices US sont sur support. Les indices US sont sur support. Et pour l'instant, ils tiennent. Qu'en est-il des indices actions européens? Je vous montre ici l'indice CAC 40. L'indice CAC, pour moi, il est en train de tenir. Alors, il n'y a pas de divergence positive active. Hein. En clair, il n'y a pas de divergence haussière entre momentum et tendance. Elles sont potentielles. Moi, ce qui m'intéresse sur l'indice CAC 40, et d'ailleurs c'est ce que j'ai toujours défendu en rythme de marché, et je vous rappelle que sur un schéma que je vous avais proposé il y a maintenant quelques semaines, fin octobre, l'idée c'était de ne pas faire de point de clôture au-dessus des 4315, qui s'est passé, un premier choc en rupture des 4250, puis suivi d'une phase de rebond technique. Et clairement, ce que vous disent là les indicateurs de momentum, c'est qu'ils, dans un premier temps, ne confirment pas les nouveaux bas des indices européens depuis le 11 décembre. Donc, ce que fait le CAC 40 là, en dessous des 4080 points, n'est pas confirmé par les indicateurs de momentum. D'autre part, à nouveau un Fibo, 4055 points, le point bas du jour n'a pas été mis au hasard, il s'agit de 38,2% de retracement de toute la hausse de l'indice CAC 40 entre le 24 juin et le point haut du 7 novembre. Donc, un Fibo, 4050 points, divergence positif potentiel, je dis bien potentiel. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a aussi ce type d'observation en cours ici sur l'indice Eurostoxx 50,
avec voilà un indice qui essaye ici d'établir un nouveau bas, alors que finalement vous voyez que l'indice Eurostoxx 50 teste actuellement les 2930 points. C'est un niveau de support, les 2930 points. Il est pile poil dessus, et au même moment vous avez ici un RSI qui lui est en train de matérialiser deux creux ascendants. Bref, c'est pas très net, c'est potentiel. Mais moi en fait, initier par exemple dans le cadre d'une stratégie de court terme, initier une position longue par exemple sur cet indice Eurostoxx 50 pour viser un pullback à 3000 points, c'est possible. Après, je vous rappelle que déjà, il faudrait qu'il y ait une divergence active. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Mais on va essayer de se projeter, voir sur les scénarios qui sont possibles. Si il y avait une divergence qui s'active, je vous rappelle qu'elle est peut-être épurée à plat. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfaitement un marché de range sur le CAC 4055, 4147. Et d'ailleurs, c'est probablement ce qui va se passer. Aussi, observez la moyenne mobile à 20 jours, les cours en sont quand même assez éloigné. Bref, moi pour ma part, l'achat des 4055 sur le France 40, sur le CAC 40, est tout à fait justifié avec un stop proche. Pour ne Est-ce qu'on peut faire un pullback chez 4002? Je ne suis pas certain. Par contre, je pense qu'on peut revenir chercher 4147 points. Et en fait, en termes de timing, voilà, les 2930 sont un niveau que je juge tout à fait intéressant ici sur l'indice Eurostoxx 50. Ce sont tous ces points où en clôture. Vous avez ici ce dont on vient de parler, la contradiction en cours de matérialisation entre momentum et prix. Voilà, je pense que une petite position longue dans le cadre d'un rebond technique sur les indices actions européens est tout à fait justifiée pour viser quoi? Allez, 40 points, 50 points en fonction des indices, pas plus. Pas plus, car la nouvelle tendance depuis maintenant la mi-novembre est une tendance clairement baissière. Donc, pour l'indice CAC 40, pour ma part, je conserve 50% de la vente initiée le 7 novembre. Est-ce à ce moment-là utile là d'ouvrir maintenant une position longue pour gratter quelques points? Honnêtement, non. Enfin, pour ma part, non. Je n'aime pas cumuler les positions comme ça sur des horizons de temps différents, même si je pense en effet que là, les indices européens vont entrer dans une phase de rebond technique par rapport à tous les éléments techniques soulignés à l'instant. Mais ouvrir un long par exemple CAC, là, l'ouvrir sur le support, viser 4147 points, c'est bien mignon. Moi je préfère attendre un retour à 4150, voir à ce moment-là où en seront les indicateurs et les indicateurs de tendance pour éventuellement renforcer la position courte ouverte ici le 7 novembre. L'objectif étant un retour du CAC dans le canal haussier ouvert ici au printemps 2012. Donc un retour sur les 3920 points pour l'indice CAC 40. Bref, si vous êtes passé long des indices européens, court terme, c'est bien. Bonne stratégie. Stop sous 4050 pour le CAC, bientôt stop 0 d'ailleurs. Et pour l'Eurostoxx 50, finalement en termes de timing, j'ai l'impression que l'Eurostoxx 50 là est plus intéressant. Stop sous les 2930 points, donc voilà, sur le Stoxx 50 ça peut être stop 2926, 2927 points. Et là, avec une première cible vers 29,90. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait initier sur le Stoxx 50. Un long stop 29,26 pour une cible donc à 29,90. Alors pourquoi regarder l'Eurostoxx 50? Après vous n'êtes pas obligé d'ouvrir des stratégies de trading dessus, mais c'est simplement le seul contrat à terme vraiment suivi en Europe avec le DAX. À nouveau, si vous avez eu la possibilité d'observer des carnets d'ordre de contrats à terme d'indices, ça passe par dizaines sur le Stoxx 50, par 5, 6, 7, 8 contrats qui peuvent passer comme ça à la chaîne sur le DAX. Sur le CAC, 1, 2 contrats parfois. Un gros investisseur en contrat à terme de CAC peut parfois à lui seul faire 30-40% du volume quotidien. Donc c'est peu négocié, c'est peu suivi. Donc fiez-vous au Stoxx 50 comme baromètre. Donc au final, si on résume, les indices européens sont sur des premiers supports, des divergences de momentum se mettent en place, ouvrant la voie à un rebond technique, d'autant plus que maintenant les indices américains sont sur support. Bon bah l'eurodoll c'est bien, l'USD CHF c'est bien aussi. Le GBP yen, les paires en yen en fait. Alors les paires en yen, ce n'est pas terminé.
nous avions hier ouvert ensemble, commenté pardon, une position que j'avais pris vendeuse sur GBP Yen. L'ai-je encore? Eh bien non, car stop a baissé à 0. Pourquoi? On va revenir sur la paire qui mène les paires en Yen, à savoir l'USD Yen. Je confirme ce que j'ai pu dire hier, à savoir, j'anticipe toujours un rebond technique du Yen japonais. Le Yen japonais qui, après ce mouvement de baisse verticale, je pense, va rentrer dans une phase de rebond technique à l'image de, par exemple, ce qu'on avait pu avoir ici en mai 2013. Je vais écraser le Yen Index, et pour en revenir à la paire USD Yen, juste pour vous montrer que nous avons un USD Yen ici qui se trouve, donc nous sommes en cours de clôture journalier sous les tops de marché atteints ici en mai 2013. Nous avons ici une divergence négative de momentum sur cette paire-là, et pourtant, hier, le début de mouvement baissier observé sur l'USDN s'est déjà tassé. Tout simplement parce que, déjà, une divergence indique simplement la modification du rythme de marché, et pas forcément un signal baissier. Il aurait fallu pour ça casser un support, et sur l'USDN, c'était les 101,80. Par contre, je pense que cette divergence ici est toujours active, et j'ai l'impression que ce marché va construire une figure chartiste d'essoufflement, alors là qui semble prendre la forme d'un biseau, donc ça peut prendre un peu plus de temps, mais tout ça pour dire que si l'USD Yen offrait la possibilité d'un retour sur les 103,30, je le tenterai. Je le jouerai clairement, avec un stop proche. Donc le point haut ici qu'on avait fait c'était 103,30, donc je pense qu'en effet les 103,30 se vendent. Le principe est toujours le même. C'est vraiment de l'anticipation, aucun signal des données, mais ça offre du rendement risque. Donc comment on agit? On peut vendre 103,30, stop 103,61, petite position, et renfort en cas de cassure des 102,40. Ce sera ça, pour ma part, la stratégie que je vais initier sur l'USD Yen. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore à 103,30, à 103,30, mais c'est à surveiller. Le GBP Yen. Alors le voici, honnêtement déception parce que bon, j'aurais pu finalement laisser un stop un peu plus large, mais voilà, je confirme toujours mon anticipation, c'est-à-dire que je pense que le nouveau top de marché ici qui a été établi le 9 décembre a un caractère suspect, en tout cas pas de poursuite de la tendance, qu'on est en train clairement ici de s'essouffler. Et pour ma part, si jamais le GBP Yen revient sur 169, 70, 170, ce serait une opportunité d'agir à la vente, stop proche, pour viser toujours pareil, un retour sur 166,30. Par contre là, cette paire ne revient pas, là pour l'instant, au contact des 170, donc finalement parmi toutes les paires en Yen, il y a peut-être quelque chose à faire sur l'USD, en tout cas à suivre. Mais bon, GBP Yen pour ma part me semble toujours en fait intéressante, hein, si elle revient par là-haut. Je jette juste un œil à l'euro yen. Et puis, finalement, on va peut-être avoir davantage de timing sur l'euro yen. Ce qui me gênait par contre avec l'euro yen, c'est que c'est fermement haussier et que nous n'avons pas, pour l'instant, de divergence. Non, c'est vraiment propre. Donc, au final, l'euro yen, je me garderai d'intervenir à la vente sur cette paire qui est décidément trop forte. Vous pouvez toujours... honnêtement, c'est hyper bullish, ça fait plutôt phase de conso latérale avant de nouveaux plus hauts. Reconnaissons la difficulté qu'a le yen japonais à rentrer dans une phase de rebond. Le dollar US revient là sous les 10 650 points. Il n'y est pas encore. Au final, quand je fais un peu la synthèse de tout ça, un dollar US qui revient sous les 10 650 points, ce qui offre du rendement risque sur le dollar américain. Et des paires en yens qui, selon moi, vont souffler avant peut-être potentiellement d'aller plus haut. Eh bien, en termes de timing et de rendement risque, euro-yen me paraît compliqué. GBP yen un peu loin des 169,70. En réalité, un USD yen revenant dans les 103,30, ce sera un bon point de vente avec un renfort en cas de cassure des 102,44. Si vous voulez vraiment prudent, on peut avoir une stratégie de vente sur cassure des 102,40.
parce que nous sortirons par le bas de cette structure-là et nous activerons la divergence baissière. Donc, ça peut être ça aussi comme stratégie sur l'USD Yen, vente sur cassure des 102,40. Et alors pourquoi ne pas avoir une stratégie de cassure à l'achat en cas de franchissement des 103,30? Parce que j'observe contradiction entre momentum et tendance, toujours ma double approche. Peut-être en janvier on ira plus haut, je sais pas. Mais pour ma part là je cherche plutôt à vendre ces paires là. Les métaux précieux, je vous ai donné le lien vers l'analyse d'Adrian qui en assure un suivi exemplaire. Le pétrole, ne le shortez pas ou pas tout de suite. Hein, si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. L'objectif initial du rebond technique depuis le bas du canal a toujours été 100 $. Nous n'y sommes pas. Si on travaille en proportion le mouvement de rejet depuis l'apaisement de la crise autour de la Syrie, c'est 102,15. C'est-à-dire que du côté des indicateurs de momentum, rien à signaler. Aucune contradiction entre prix et momentum, aucune raison donc d'intervenir violemment à la vente sur le pétrole. Target et première cible confirmée à 100 $. À ce moment-là, il faudra faire le point, prendre des bénéfices pour les acheteurs. Pour les vendeurs, on fera le point à ce moment-là. Mais ça me paraît pour l'instant trop tôt. Je n'exclus pas un excès en direction des 101, 102. Là par contre ce sera parfait. Retenez ça, hein, le 102 $, le 50% de retracement. Dites-vous bien que quand le pétrole arrivera dans cette zone là, comprise entre 100 et 102, on aura un des indicateurs tout en haut. On aura enchaîné plusieurs semaines de rebond. On aura quelque chose là d'intéressant pour tenter des stratégies. Et pour les acheteurs, prendre des bénéfices. Bon, Nicolas a toujours sa position longue dessus, vous pouvez suivre de cette façon-là. Bon, les paires en yens, l'USD CHF, on a vu que ça rebondit. L'euro CHF, qu'est-ce qu'il fait le petit est toujours finalement au même niveau. Et en réalité, c'est ce que je regardais tout à l'heure sur un graphique hebdomadaire. Hein, sur l'euro CHF, on est toujours dans une zone intéressante en fait. Le stop 0 peut-être était trop précautionneux. On est toujours dans cette zone là, hein. On est vraiment sur les points bas ici. La 1,2215 c'était les points bas de cette semaine du 28 septembre. On revient dans cette importance, dans cette zone. Alors bon, il est vrai, c'est jouer ce point là, mais c'est pas non plus hyper violent. Bon, de toute façon, la stratégie n'a plus lieu d'être, puisque ça reste plat sur 1,22. Et certes, il y a en effet divergence positive de momentum, mais pour l'instant ça n'indique qu'une stabilisation à plat sur les 1,22. Ok, je voulais juste checker. Bon, les métaux, on attendra la clôture hebdomadaire. Ah oui, je voulais vous remontrer ça. Alors ça c'est toujours ce qui m'inquiète pour le premier trimestre 2014, hein, c'est un graphique de l'indice CAC 40 en données mensuelles, de l'indice Dow Jones pardon, en données mensuelles, avec cette similarité entre les situations de 2000, 2007 et 2013 sur le momentum, reste bien sûr à casser un support pour vraiment activer ce scénario de retour du Dow à 14 000 points, ce qui par contre là me paraît tout à fait crédible. Lors des prochaines, je pense courant janvier 2014, ce sera un retour à 15 600. Un retour à 15 600 points, courant premier trimestre 2014. Honnêtement, on sommes le 12 décembre. Il n'y a plus qu'un catalyseur vraiment important, c'est mercredi prochain. Et franchement, je vois mal en fait un tapering être déclenché mercredi prochain. Donc le Dow, le S&P 500, scénario qui me paraît le plus probable, c'est un marché plat entre donc 15 780 et 16 000 points. Un marché plat de 250 points sur le Dow et idem en fait sur le S&P 500 d'une trentaine de points entre 17,80 et 18,10. 18,10 se vend, 17,80 s'achète. Bon, pour le CAC 40, je pense que nous avons cette phase de rebond. Première target, si vous avez initié une position longue sur le CAC, c'est
41,47. 41,47, première target sur le CAC. Je jette un œil à l'eurodoll. On va juste passer en H4, voir, parce que j'imagine qu'on a dû construire quelque chose. Ouais, non, c'est franchement pas encore violent. On voit tout à fait ici le point d'intervention, qui était ce point haut en cours de clôture. C'est là que Nicolas vous a proposé quelque chose. Ce marché de l'euro-dollar a formé un support 1,37, 1,3740. Tant que les 1,3740 tiennent, nous ne reviendrons pas tester les 1,3620. Par contre, là, derrière, si jamais on casse les 1,3740 sur la paire euro-dollar, on aura clairement un signal de retour à 1,3620. Donc, en fait, honnêtement, tant qu'un 37,40 tient, je reste assez méfiant. En termes de stratégie pour l'euro-dollar, on en a parlé tout à l'heure. Et parmi les paires majeures, moi je pense que si l'USD-Yen revient vers les 103,30, ça se vend. Et pour terminer le tour des paires majeures, il faut absolument pas oublier GBP-USD et naturellement l'AUD-USD. Et pour la livre sterling, je vous confirme mon opinion de la veille. Voilà, clairement le GBP souffle. J'ai toujours une divergence entre le GBP-USD et le Pound Index, le GBP indice en gros. Et j'anticipe toujours un pullback de cette paire vers 62,40. Et enfin, la paire AUD-USD, où se cache-t-elle? Alors l'AUD, on voit qu'il a fortement, il a beaucoup de mal à rebondir. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ici, vous avez quelque chose d'intéressant qui est l'AUD Index. Et vous constatez qu'il est le dollar australien aujourd'hui indice est en train d'enfoncer ses points bas annuels. Le dollar australien face à un panier de devises. Attention. Ensuite, sur l'AUD USD, aujourd'hui, si jamais c'est avéré, mais la rupture des 90-25, eh bien là, ne laisse présager rien de bon. Honnêtement, je pense que la paire peut se replier vers les 88-80. Bref, on a finalement une tendance baissière qui se poursuit. Mais bon, honnêtement, ce niveau-là, franchement, les 88, les 89, ça s'achètera. Pour l'instant, on n'a pas de clôture. Il faut qu'on voit comment on clôture. Mais on peut d'ores et déjà dire que si les cours devaient clôturer au niveau actuel, nous aurions une divergence à nouveau donc entre momentum et prix. Mais bon, laissons la paire revenir tranquillement sur les 88-90. Ça se tente, hein. Franchement. Les 89 avec un stop sous, alors ouais, ça fait un stop sous 88,46, ce sera ça le vrai stop. Hein. Donc 88,90 ce serait le cours de clôture, ouais. Et puis stop sous 88,86. Bon, on verra lorsque les cours vont revenir au contact de ce niveau, mais je pense qu'on a un dollar australien qui de manière absolue est sur support et une paire AUD-USD qui est à quelques dizaines de pips, elle aussi, d'un fort niveau de support. Franchement, j'ai vraiment une intime conviction sur les paires en yen. Qu'on s'essouffle. Le scénario est tout simplement celui d'un retour, d'un pullback sur 101,50. À suivre donc. J'essaierai d'attraper un point de vente. Et dans le forum, je m'exprimerai sur ce sujet, si jamais j'interviens. Alors, dans les choses que je voulais vous montrer. Le rapport mensuel de la Banque Centrale Européenne. Donc vous l'avez sous les yeux, on va essayer de zoomer, de faire quelque chose d'un peu plus propre. Alors ici, je vous en donne le lien, ça vous intéresse. Je vais faire un peu de lecture, mais vous avez probablement d'autres choses à lire. Le rapport mensuel de la Banque Centrale Européenne au format PDF, 226 pages, c'est complet, il y a une belle table des matières, ce qui vous permettra de gagner du temps. Et moi ce que j'ai retenu, mais c'est finalement quelque chose qu'on connaît, c'est la poursuite de la réduction des crédits accordés aux résidents de la zone euro. Ça on le sait, au secteur privé de la zone euro, réduction du crédit, et c'est un phénomène qu'on constate en réalité depuis maintenant 2 trimestres au sein de la zone euro, avec donc des banques
qui prêtent moins aux agents économiques. Ensuite, ce qui a clairement marqué depuis quelques semaines la zone euro, et ce qui explique la sous-performance des indices européens, et ce qui explique donc les signaux de vente sur l'indice européen alors que les indices américains restent eux tout en haut, et bien ce sont ces tensions observées sur le marché interbancaire. Donc elles sont multiples. Vous avez ici par exemple le coût de l'argent à une semaine, lorsque les banques vont se prêter entre elles, répercuter ensuite directement sur le coût de l'argent des entreprises lorsqu'elles vont s'adresser aux banques de réseau. C'est comme ça le mécanisme. Une entreprise s'adresse aux banques de réseau, les banques de réseau s'adressent entre elles ou à la Banque Centrale Européenne, généralement les deux. Bref, ça ne concerne pas qu'une échéance, c'est toute la partie courte des taux d'intérêt au sein de la zone euro qui est sous forte tension. Alors, c'est pas un graphique de long terme, ça c'est du tout récent, c'est depuis ici mi-novembre. Regardez ce mouvement vertical. J'étais très étonné avec Adrian aussi que personne n'en parle depuis 2-3 semaines, sauf que voilà, le coût de l'argent à une semaine est pas loin d'avoir doublé sur le marché interbancaire. Pareil pour l'échéance de 2 semaines. À 1 mois, c'est pire. Nous avons le doublement. C'est juste vertical. Regardez ce qui se passe. À 3 mois, ici, c'est le coût de l'argent qui sert de référence pour d'ailleurs la plupart des produits bancaires. Lorsque une banque va vous proposer un produit avec une rémunération propre au marché monétaire, elle prend sa marge généralement par rapport à un benchmark, et l'Euribor 3 mois est un benchmark souvent retenu. Bah là, honnêtement, adressez-vous, allez voir dans votre agence du coin, je peux vous garantir que la marge a augmenté depuis 2-3 semaines. À 6 mois, c'est le même topo. Et plus nous avançons dans l'échéance, plus c'est un phénomène donc, que l'on constate. Mais ce qui est réellement inquiétant, ce sont toutes les échéances inférieures à 3 mois, car c'est ici qu'ont lieu les opérations de refinancement dans leur grande majorité, qu'il s'agisse des banques ou des entreprises. Nous sommes sur des opérations de refinancement à court terme. Donc de telles tensions sont le reflet, comme l'indique la Banque Centrale Européenne dans son rapport, d'une diminution de l'excès de liquidité, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans un phénomène d'excès de liquidité, c'est-à-dire que l'offre de liquidité est supérieure à la demande, donc il n'y a pas de crispation, il n'y a pas de blocage, mais c'est toujours pareil. Pour passer d'un marché où l'offre deviendrait inférieure à la demande, et c'est ce qui s'est passé en 2011, ce qui a causé le crack en Europe, lorsque le CAC est passé de 4000 à 2600 points, 2700 points, c'est que les banques ont cessé de se prêter entre elles. Ont cessé de prêter aux agents, aux entreprises, d'où un risque de trésorerie énorme à la fois pour les banques et les entreprises. Le besoin de financement au jour le jour, ou sur quelques semaines. Bref, pour l'instant, ce sont simplement des tensions sur le coût. Il y a toujours un excès de liquidité, l'offre est toujours supérieure à la demande, mais voilà, c'est, comme l'indiquait le titre de l'analyse proposée ce matin sur DailyFX, un premier signal d'alerte. Donc, à suivre, ça fait partie des baromètres, bien sûr, qu'il convient de suivre. Et enfin, et là, c'était quelque chose que je vous ai rapidement montré tout à l'heure dans Real Time News, vous avez ici sous les yeux l'évolution du coût de la dette publique. Donc là, on parle plus du coût de l'argent sur le marché monétaire, mais cette fois-ci du coût de la dette d'un État. La rémunération de l'obligation souveraine depuis 1 mois. Et j'ai été étonné de voir que le taux d'emprunt de la Grèce sur le marché a gagné 0,19 points de pourcentage depuis 1 mois. Actuellement, la Grèce emprunte à 8,56%. La France 2,44, bien sûr, nettement en deçà. Mais voilà, plus 18 points de base, 0,18% de pourcentage, contre un plus 0,06 pour l'Allemagne, 0,08 pour la Grande-Bretagne, et l'Espagne et l'Italie. Le marché est toujours dans cette phase de retour à la confiance. Mais voilà, en fait, ce qui s'est finalement passé depuis la dégradation récente de la note de la France, et ce qui peut expliquer aussi cette sous-performance là de l'indice CAC 40. En tout cas, voilà, moi ça m'a marqué de voir que depuis 1 mois, le marché pénalise le papier souverain grec au même niveau que le papier souverain français. Parenthèse. Alors il est 15h01, je vous ai donné le lien vers le rapport mensuel de la BCE. L'autre page qui était intéressante, on va la regarder ensemble tout de suite, c'était la page 40.
tous ces documents, ils sont disponibles sur le site de la Banque Centrale Européenne. Alors là, la Banque Centrale Européenne revient sur justement... alors, on voit que c'est un rapport qui a été préparé sur le dernier trimestre, puisqu'en fait, tout ce qui se passe sur le marché interbancaire depuis 2-3 semaines est à peine évoqué. D'ailleurs, il y a du retard, hein, puisque là, l'Eonia, actuellement, bon, on va le regarder tout de suite, là, elle parle d'un Eolia voilà, donc, qui est en moyenne sur la période de 0,09, le coût de l'argent jour le jour, hein, entre banques. Et si vous passez directement voilà, en temps réel, actuellement, il est de 0,131, le coût de l'argent au jour le jour, sur le marché interbancaire. 0,131. Pour, en moyenne, sur le trimestre qui vient, sur les 3 mois glissants précédents, 0,09. Donc il y a les tensions là, au jour le jour, elles sont vives. Alors c'est plus cher, mais on n'a pas de difficulté pour trouver de trésorerie. C'est juste plus cher. Mais quand ça devient plus cher, c'est que on trouve toujours de la trésorerie, mais on en trouve peut-être moins facilement. En tout cas, c'est la première étape. Ça peut retomber, hein, mais je surveille. Et surtout, ça concerne toutes les échéances. Donc 0,131. Et finalement, la BCE revient très peu dans ce... regardez, aux dernières nouvelles, elle parle voilà, d'un taux de 0,12. Donc c'est, je pense, un rapport mensuel. D'ailleurs, il fait 226 pages, donc il n'a forcément pas été écrit sur les 2 dernières semaines. C'est pour ça qu'elle ne l'évoque à peine. Et justement, elle parle en fait... alors, j'avais trouvé ici le paragraphe, mais je ne le sais plus. Bref, bon... d'une réduction de l'excès de liquidité. Vous pouvez en prendre connaissance. Alors je vais me remettre le GBP-Yen pour voir s'il se passe quelque chose. J'ai vraiment une conviction de prise de profit sur ces paires en Yen. Hein. Oh là là, j'aurais jamais dû mettre stop 0. Alors, dites-vous bien que si les paires en Yen cassent les plus bas d'hier, c'est the signal de vente. Hein. En clair, si le GBP-Yen venait à enfoncer les 167,70, c'est retour à 166,30. Donc ça fait quand même pas mal de points à prendre. Et idem, hein, vous l'avez compris, si l'USD Yen casse les 102,40, c'est retour à 101,30. Donc il n'y a pas loin, en cas de cassure des points de clôture d'hier, daily sur les paires en Yen, une centaine de pips minimum à prendre derrière. Donc on peut toujours voir le temps que ça prend hein, entre l'observation de divergence et un signal effectif sur les cours. Alors l'euro-dollar, bon il tient toujours les 1,3740. Honnêtement, tant qu'il les tient, je n'exclus pas que la paire aille chercher les 1,3830. Par contre, quand les 37,40 seront enfoncés, là nous reviendrons plus bas. Alors, non, j'ai pas checké. Alors on parle du NZD, USD. Non, j'avais pas suivi, je suis là. Moi, je la suis pas du tout en fait. Hein, tout ce qui est dollar néo-zélandais, il suffit d'observer l'état de mes charts. Ça n'a pas été travaillé depuis bien longtemps et bon, franchement, elle est difficile à travailler cette paire-là. Alors pour les métaux précieux, visiteurs, pour les métaux précieux, vous pouvez lire l'analyse d'Adrien. Pour ma part, j'ai pas eu le temps de me replonger sur ce marché-là. Il faut que je reprenne mes graphes de moyen long terme. Je vais essayer de les reprendre, mais... Long CAC et long DAX top 0 déjà, oui bah c'est bien Virox. Alors le DAX, c'est vrai que je l'ai pas tellement suivi. Alors voilà, je suis sur un graphique mensuel donc ça va juste être compliqué, oui. Avant de vous répondre, je voulais juste passer là-dessus. On voit qu'en données hebdomadaires, alors on est loin de la clôture hebdomadaire, mais finalement on voit que l'once d'or s'est approché des 12,70, hein, 12,67. C'est vrai qu'en hebdo ça fait plutôt pullback sous les 12,70 qui était, c'est l'ultime changement de polarité sur cet horizon de temps, donc un ancien support devenu résistance. Bon, faut que je pousse un peu le truc, mais finalement entre les points bas, entre les 1220, entre les 12,20, et les 12,70. Sur cet horizon de temps là, c'est neutre, c'est absence de nouveau signal. Alors je vais repasser pour te répondre Virox sur le chart en données journalières de l'indice DAX. Ce sera nettement plus parlant.
Alors, XAU Trader nous explique. Je suis plus à 9%. Ok. Panther 666, je suis long or 12,35. Bah, Florent, pour répondre à votre question, tout simplement parce que ici, vous n'êtes pas sur le marché des futurs. Alors, la MM200 Daily sur le FXM Dollar Index me dit Résus, on va tout de suite la regarder celle-ci. Où est-elle? Alors, tu me parles d'une moyenne mobile simple en daily, j'imagine qu'elle a un rôle à jouer. Elle doit potentiellement avoir un rôle à jouer au contact des cours. On va rapidement la checker. Et on va voir si elle a une importance spéciale. Alors je sais pas si tu parles de celle-là, Résus, mais bon, en effet, on a l'air, on la travaille pour l'instant de part et d'autre, hein. Mais je sais, elle m'a pas l'air vraiment d'avoir, bon, je vois qu'on la travaille de part et d'autre, mais elle me paraît plus vraiment couvrante, ni faire office de support. Pour ma part, le seul niveau que je surveille, ce sont les 10-650. Alors j'ai toujours un long hein, sur ce FXM Dollar Index. En fait, c'est ma dernière, j'ai plus que deux positions hein, ouvertes. Le short CAC 40, 4000. 43-41 ouvert le 7 novembre et le long dollar index initié le 23 octobre lorsque ce marché est revenu sur les 50% de retracement depuis le début du cycle, celui qui a commencé au lancement de la phase 3 du quantitative easing, donc c'était en septembre 2012. Le stop c'est 10 534 points, je le touche pas. C'est-à-dire que c'était un stop glissant et si je dois me faire sortir de ce marché, je laisserai le marché exécuter cet ordre. Les paires en yen, vraiment, je les surveille. Je pense qu'il y a quelque chose à attraper si elles reviennent tout en haut. Tout est sous. Alors, visiteur vous donne ici une information. Bonjour visiteur. Regarde, tout est sous moyenne mobile H4, USDK, USDCHF ou moyenne mobile H4, euro, dollar. Donc voilà, en H4, pour ceux qui utilisent cet horizon de temps, regardez. « 37,40 pour ma part, c'est un niveau important en effet sur l'euro dollar. Oui, bah NOC, en effet, l'euro CHF, c'est un peu comme l'USD CHF. J'ai bien l'impression que les 1,22 peuvent tenir. Moi, si vous voulez, le principe, c'est que je jouais, naturellement, c'était spéculatif. La réaction des cours suite ce matin à la remise et à la conférence de la Banque nationale de Suisse. Je m'attendais à un discours plus offensif en faveur d'une neutralisation de l'appréciation du franc suisse sur le marché d'échange. Donc on a eu un début de mouvement ce matin qui était intéressant, un 22,40, c'est retombé, j'ai pas apprécié la mèche que faisait ce marché, j'ai préféré sécuriser par un stop 0, mais finalement ça semble encore tenir. Alors je vais juste la remettre cette paire là, mais en effet ça tient et à voir la clôture, mais si on fait ce type de chandelier, ce sont des toupies, hein, petits corps, des mèches assez importantes, ce sont tout à fait des terminologies japonaises, c'est un chandelier de stabilisation, après on verra. Mais il y a de toute façon toujours contradiction effective entre momentum et prix. Si ce soir l'euro CHF devait tenir les 22,20, nous aurions divergence active et non plus potentielle. La potentielle, c'est celle que je jouais hier, car les potentiels ne donnent pas le signal, mais offrent du rendement risque. C'est toujours le même cas. Si on attend que ce soit actif, on rentre sur signal, plus de probabilité, mais moins de rendement risque. Et l'idée, c'est toujours de faire la part des choses. Petite position lorsque la contradiction est potentielle, renfort si ça devient effectif et que ça confirme. Comme ça, vous êtes dans le marché et vous avez le rendement risque. Oui, NOC, bah c'est bien. Achat 1,22,11 et target 1,23. C'était mon scénario d'hier. J'avais 1,22,16 à l'achat, target 22,95. Et ça sent bon. Ça sent bon pour Euro CHF et aussi USD CHF. Et il est vrai que si la paire là nous refait, si elle revient vers les 22,10, je pense, NOC, que je me resservirai.
Allez, merci de votre attention. Il est 15h12, donc on se retrouve demain de toute façon. Mercredi prochain, un grand rendez-vous, dernier grand rendez-vous monétaire. N'oubliez pas aussi le 17 décembre. 17 décembre, c'est l'estimation finale de l'évolution des prix au sein de la zone euro au mois de novembre, avec un phénomène toujours de désinflation, de ralentissement du taux d'inflation, mais qui tend à se stabiliser. Nous avions eu 0,9 en estimation rapide après 3 semaines écoulées au mois de novembre par l'agence Eurostat, qui dépend directement de la Commission européenne. Et là, mi-décembre, elle vous livrera son taux d'inflation définitif pour le mois de novembre. On va voir si elle confirme 0,9 ou pas. Si jamais elle devait revoir ce taux d'inflation à la baisse, c'est, je vous rappelle, un facteur donc de baisse pour la paire euro-dollar, car ouvrant techniquement davantage de baisse du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne. 0,25 n'est pas un taux plancher, 0 est un taux plancher. Sur ces bonnes paroles, bon après-midi à tous et à demain de vive voix.